Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce 9 septembre 2023. Aujourd'hui, on va parler de la clôture weekly, qui est très importante, qui montre en fait les problématiques que l'on a au niveau du BTC. Mais on va aller plus loin que ça, on va se poser réellement la question par rapport à la macro, ce qui est en train d'arriver. On sait que la semaine prochaine et la semaine d'après, ça va être compliqué, on va avoir des grosses décisions qui vont être prises par la Fed. Est-ce qu'on va augmenter ou non les taux? Le but c'est de ne pas dire oui, de ne pas dire non, c'est pas le principe même, mais c'est surtout de bien comprendre les enjeux qui sont en train d'avoir lieu et ce qui va se passer au niveau du BTC. On commence à voir des indices qui sont en train de se faire, que ce soit au niveau des cryptos, que ce soit au niveau de la macro, qui sont en train de nous expliquer que justement le marché a déjà plus ou moins fait son choix, et je vais vous expliquer tout ça, je vais vous expliquer mon analyse, mon point de vue, et ça commence tout de suite. On va commencer par rappeler ce calendrier qui est vraiment important. Mercredi 13 septembre, on a l'IPC, donc qui va déterminer est-ce que oui ou non l'inflation a pris une claque. On a un prévisionnel de 3,6 versus 3,2 précédemment, donc ça veut dire qu'on aurait une augmentation de 0,4. Là-dessus, on aurait une augmentation en fait de l'inflation générale qui serait en même temps cohérente par rapport aux 2 mois que l'on a connus, juillet et août, avec l'inflation et l'augmentation du taux de pétrole. Gardez ça en tête, on va en discuter tout à l'heure avec les graphiques. Et surtout, ce qui va être vraiment important, ça va être le prix à la production mensuelle d'août, et ensuite, on va se diriger doucement et tendrement vers la Fed et l'augmentation des taux. Il est actuellement statué à 5,5. Et c'est plus ou moins, pour ceux qui se souviennent et qui suivent vraiment la chaîne depuis longtemps, ça fait un an et demi que je vous dis que le taux maximum, enfin ma target de taux, c'était 5,5. 5,25, 5,5, et que monter au-dessus, ça allait être compliqué. Et là, ça va être vraiment la décision. Il faut comprendre 2 choses par rapport à ça. Est-ce que, oui, on va augmenter les taux? Est-ce que l'augmentation de l'inflation va entraîner une obligation d'augmentation des taux? Ou est-ce qu'on va rester sur un taux de 5,5 pendant longtemps, donc sous-entendu un plateau qui risque de durer plus longtemps, parce que l'augmentation des taux, c'est pas l'augmentation des taux qui fait en fait un impact, c'est le fait que les taux soient hauts qui fait un impact. Donc plus on reste sur des taux hauts, plus l'impact sur l'inflation va se jouer et plus le risque de récession va augmenter. Et justement, on va rester dans cette idée-là que j'ai déjà défendue plusieurs fois, sur le fait que j'ai tendance à penser que on va avoir une récession aux USA, une récession qui va être courte, qui va être contrôlée, et derrière pouvoir repartir à la hausse. Et en même temps, ce qui est logique, c'est-à-dire que quand on a une vocation de diminuer l'inflation, on sait que le meilleur moyen pour y arriver, surtout quand on a un choc vraiment économique comme on a pu le connaître là à travers le choc des énergies, le seul moyen de pouvoir le contrôler, c'est de passer par une phase de récession, et c'est une phase de récession qui peut être relativement courte et relativement contrôlée, et ce n'est pas gênant. Et c'est un petit peu ce que j'ai en tête déjà depuis un certain temps, et c'est pour ça que je pense qu'on ne va pas forcément augmenter les taux, en tout cas de 0,25, et c'est un petit peu ce qui est aussi en train d'être pricé, et c'est ce qui me gêne aussi, et on en discutera dans quelques instants. Alors, on va aller tout de suite dans les graphiques. On va commencer par cette courbe que je vous montre régulièrement. Cette fois-ci, je l'ai appauvrie. J'ai retiré la notion des emplois, mais j'ai gardé vraiment les 2 points importants. Et je pense qu'il est important, justement, de se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la courbe d'inflation qui est ici en bleu clair. Et la courbe des taux, ici, qui est du coup en bleu foncé. On voit que on a vraiment cette accélération d'augmentation des taux, qui est vraiment la plus forte qu'on ait connue dans l'histoire des USA, en termes de rapidité d'accélération, et on est arrêté sur un palier de 5,5. On ne s'est arrêté que déjà très peu de temps. On est vraiment arrêté sur très peu de temps. À côté, on a une inflation qui est en chute, là on a une augmentation de l'inflation, et normalement on devrait augmenter, ici potentiellement aller chercher sur du 3,6. La question qui va falloir se poser, et ça on va pas avoir la réponse ce mois-ci, et c'est pour ça que je pense qu'on restera à 5,5, parce que là actuellement la Fed attend quoi? Attend de savoir si on a une économie qui est dans le mal, qui commence à souffrir, donc sous-entendu des PMI, sous-entendu le taux de chômage. Est-ce que j'ai un taux de chômage qui est en train de monter? Déjà, lors du week-end dernier, on a analysé cette partie-là, on a vu que le taux de chômage, bien qu'il restait dans un plateau, avait quand même quelque chose qui avait une tendance de fond qui commence à monter. Donc on commence à avoir des signes de, en effet, il y a ici un impact au niveau des taux. Donc ça veut dire que ça fonctionne, parce que c'est clairement ce qui est attendu. La réponse va être, est-ce qu'on va avoir une inflation qui va stagner, ou qui va même augmenter,
pendant que on va rentrer dans cette phase de plateau. Et ça, c'est important de comprendre, et c'est un petit peu l'idée que j'ai, moi, de mon côté. C'est-à-dire que je pense qu'on va être dans une phase de plateau, on ne va pas augmenter. Au pire, on peut augmenter de 0,25, mais même pas, je pense vraiment pas. On va rester à 5,5. On va voir ici une inflation qui va augmenter un petit peu, qui va peut-être stagner durant le mois de septembre, donc août, septembre, et potentiellement octobre, et encore ce n'est pas sûr, avec notamment, après il va falloir voir est-ce que la météo va jouer ou pas, est-ce que derrière on va avoir un hiver qui va être très très rude, est-ce qu'on va avoir des complexités dessus, donc une consommation énergétique supplémentaire, et donc à ce moment-là une inflation qui risque de s'aggraver à travers ça. Bon, le vecteur météo va être vraiment déterminant, mais je pense qu'on va avoir potentiellement ici un plateau au niveau de l'inflation, et ensuite on va redescendre dans les alentours de potentiellement 2,5, 3%, pour justement rester dans cette zone-là. Et ici, on va avoir la fin du plateau et la mise en place de quelque chose qui va être comme ça, donc ça va être ce qu'on appelle le pivot. Là-dessus, c'est là où on va vraiment devoir faire très attention. C'est la mise en place de ce pivot qui va être déterminant. Je m'explique. À partir du moment où on va rentrer dans une forme de pivot, donc à ce moment-là, on va diminuer les taux d'intérêt, c'est là où il va falloir surveiller l'inflation. Est-ce que l'inflation reste stagnante ou augmente? Si on augmente, c'est très mauvais signe. Et deuxième chose, si jamais même elle reste stagnante et qu'on a à côté les autres éléments qui commencent à s'affoler, avec principalement le PMI qui est en train de chuter, le taux de chômage qui augmente, bon bah là on aura en fait un signal qui nous dira qu'on va rentrer en récession, que c'est une récession certainement de 6 mois, 9 mois maximum, dans lequel on aura un impact sur les valeurs vraiment US, donc c'est-à-dire SP500, Nasdaq, on aura une pression qui sera effectuée sur l'économie du monde entier, mais ce sera quelque chose qui sera plutôt contrôlé, parce que à l'heure actuelle on a déjà fait un bout de cassure très forte, on a déjà liquidé une grosse partie, on a à côté assaini quand même, malgré ce qui s'est passé avec le domaine bancaire US, on a quand même assaini une grosse partie de la dette de la Fed, enfin une grosse partie, tout est relatif, hein, on est d'accord, on a assaini en fait cette démarche-là, mais je ne pense pas qu'on aura une surréaction de la Fed, on aura plutôt quelque chose qui sera modéré, dans lequel on n'aura pas forcément une planche à billets qui va s'alimenter de la même façon qu'avant. Je pense qu'on est dans quelque chose une forme de turn qui est totalement différent, avec plusieurs choses. C'est que, quand on regarde ce qui se passe sur le DXY, clairement, on a quelque chose qui est en train de se jouer sur le dollar, on a un retest qui est en train d'être effectué, on a la mise en place des BRICS qui prennent de plus en plus de place avec une dédollarisation des échanges monétaires au niveau du pétrole, on a un pétrole qui est en train de pousser à la hausse et qui est plutôt logique. Techniquement, ici on voit qu'on a fait la rupture vraiment de cette zone de résistance qui nous tenait depuis un certain temps, on a même fait un petit pullback qui a été très intéressant, et ensuite on a eu l'accélération haussière. Clairement, on va aller retester la résistance suivante qui est à 93 $. Là, il n'y a rien d'anormal, on est plus dans une démarche, ici même d'un retest qui serait dans une continuité où on aurait la mise en place d'un range, on serait dans un bad range qui se trouverait ici, qui est plutôt cohérent, dans lequel on aurait ici le milieu de range, donc on a oscillé dans le bad range, on a cassé le milieu de range, on reteste, on va tester le haut de range pour redescendre, potentiellement retester. Bon, là on est dans quelque chose qui est plutôt classique, dans les formes de cycle, donc ça sous-entend qu'ici on a une pression qui est très forte inflationniste, qu'on va retourner dans ces niveaux de 80, voire même dans les niveaux de 70 ou 60, donc qui est plutôt quelque chose de cyclique, là on aura en fait une baisse de l'inflation. Est-ce que ça va arriver tout de suite? Je ne pense pas, mais ça arrivera certainement à un moment donné où on en aura besoin, vous le verrez. Certainement ici on va avoir la mise en place d'un top, une cassure. Si on regarde par rapport en termes de semaines, on devrait se retrouver dans le top dans un mois à peu près, donc vraiment là où on va valider est-ce que oui ou non on est dans un palier au niveau de l'inflation, pour ensuite diminuer. Mais donc on a une pression réelle qui est plutôt internationale, qui se fait sur les USA, qui impacte sur le dollar, et donc forcément, on ne peut plus rentrer dans une démarche comme avant, où on avait quand même les USA qui étaient vraiment dominants, même si les USA sont toujours dominants, mais on a une forme de pression qui est en train de se faire, qui justement oblige une forme de précaution au niveau du dollar. Et c'est pour ça que là, j'ai tendance à vous dire que ce qui va se passer va être un petit peu plus différent que ce que l'on a connu. Je pense pas qu'on aura forcément une récession qui nous enverra un SP500 dans les chaussettes, qui nous enverra un Nasdaq. Alors là, on va repasser, hop, ici, en weekly, qui nous enverra un Nasdaq vers un plus bas. Je pense qu'on aura un retest réel qui se fera potentiellement de la rupture haussière que l'on a connue au niveau du Nasdaq. Donc quelque chose qui retestera entre les 12 000 et les 13 000, donc potentiellement les 0,5, les 618, voire avec une petite mèche sur les 786, mais on aura, oui, une forme de récession, on aura un retest effectif. Déjà dans un premier temps, je pense qu'il serait logique de retester les 382 pour 13 800
avec quelque chose qui est déjà en train de se former. Quand on regarde là ce que l'on a, on a bien ici une première jambe baissière, retracement, deuxième jambe baissière, d'accord? On prend Fibonacci, classique, on prend la première accélération, on fait le retracement, qu'est-ce que ça nous donne? En 618, on voit qu'on est dans les 13 600, donc on serait déjà dans une dynamique à faire quelque chose qui va retester les 0,5 avec une mèche, on ravale la mèche et on clôture à 618. Qui serait tout à fait logique. Ici, on a le 1 qui est entre les deux, qui correspond plus ou moins au gap, donc on pourrait avoir un 1-1, d'ailleurs il est pas là, on va le remettre tout de suite, on pourrait avoir un 1-1 qui se positionne, donc qui est une surextension en fait du 1, qui est plutôt logique, avec une mèche qui irait chercher jusqu'au 380 et qui se ferait ravaler. Pourquoi pas? Mais là, on n'est pas encore dans cette démarche-là, et après on sait que dans tous les cas, le marché en lui-même va pricer, en fait, cette récession à peu près 6 mois, 9 mois avant. Est-ce qu'on peut considérer que ce retracement qui est effectif est une forme de pricing du début de la récession? J'ai tendance à vous dire que là, on est quand même dans un setup où on a cassé un plus bas, ici on a fait un plus bas, là on fait un top qui est plus bas que le précédent, donc il va falloir voir est-ce qu'on valide bien avec la rupture ici des 14 500, dans lequel on aura bien une démarche qui sera un début de tendance baissière court terme, pour valider en fait ici potentiellement une reprise. Donc on aurait classiquement ici une rupture, donc on fait bien un plus haut, on va retracer, faire un plus bas qui est plus haut que le précédent, donc on a bien ici une structure qui serait haussière, donc là on aurait notre début de récession dans lequel on aurait une validation de la récession, on aurait ici durant la récession solo qui se formerait, et ensuite on repartirait à la hausse avec une prévision de la sortie de récession, 6 mois, 9 mois avant. Donc pour moi, on va entamer en fait ce cycle-là, et comme d'habitude, on aura l'annonce de la récession une fois que ce sera terminé, mais ça on commence à avoir l'habitude par rapport aux différentes analyses que l'on a pu déjà voir sur la chaîne durant les différents samedis. Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer dans le BTC? Et ça, je vais juste me concentrer sur 2 points. Le premier, la validation de la tendance qu'on est en train d'avoir, et vous allez voir qu'il y a déjà des indices qui sont en train de se positionner. Et deuxièmement, on va parler de liquidité, parce que clairement, on a eu une semaine qui nous a prouvé ce qui est en train de se passer, la notion de manipulation qui est en train d'avoir au niveau des différentes liquidités, parce qu'il n'y a pas de liquidité au niveau du marché. Donc du coup, on est obligé de créer la liquidité, on est obligé d'aller swap la liquidité, on va discuter justement de ces 2 gros points-là. Première chose, on va commencer sur cette zone-là, et cette clôture weekly que l'on a au niveau du BTC. Regardez-moi sur ce CME, donc qui fait une clôture du lundi au vendredi, on a eu 0 mouvement, c'est-à-dire qu'on a clôturé au même endroit que l'ouverture de la bougie. Et ça c'est vraiment symptomatique des périodes de léthargie. Et on voit bien qu'on avait déjà commencé à partir de mai, où on avait des bougies qui sont très peu probables, en fait, sur le BTC. De base, on est dans quelque chose, au niveau du BTC, qui est volatile, dans lequel, quand on fait une journée à 1, 2, 3%, ce n'est pas normal. Normalement, on est quelque chose qui évolue sur une semaine, qui fait moins plus de 5% de volatilité. Là, ce n'est pas le cas. On est dans quelque chose qui est léthargique. Et donc, ça sous-entend, ici, qu'il y a besoin d'avoir de la volatilité pour être et rester rentable. Gardez bien cette idée-là, on va aller parce que c'est la notion vraiment purement de liquidité. Et ça s'est vraiment vu cette semaine quand on regarde ici en daily et qu'on passe vraiment sur l'analyse où on voit qu'on a un cours qui est léthargique dans lequel on ne bouge absolument pas. On a ensuite des mouvements qui sont très forts, on va pas parler de ça parce que ça c'est vraiment grayscale et le ravalement de grayscale, mais quand on regarde vraiment les mouvements que l'on a eu par exemple ici, ce mouvement de liquidité, on est allé chercher les liquidités hautes, on a retracé, on a éclaté les liquidités basses, on a reconstruit des liquidités, on est allé les rechercher, et on a recassé baissier, et on est en train de les reconstruire. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve durant toutes ces périodes-là. Le meilleur moyen de le voir, c'est de regarder justement sur CoinGlass, la partie liquidation Hitmap, on regarde en weekly, on voit quoi? On voit bien ici la construction des liquidités, donc les liquidités, c'est les barres justement jaunes que l'on voit ici, où on voit bien que plus le temps passe avec très peu de mouvement, plus on a de la liquidité qui justement s'agglomère au fur et à mesure, donc des personnes qui prennent position soit en short, soit en long, donc qui positionnent leur stop loss dans ces zones-là, et on voit bien qu'ensuite on va liquider les parties hautes, donc on a bien liquidé tout ce bloc-là, on a liquidé en amont tout ce bloc-là, et qu'est-ce qui se passe? On voit bien que ici on reconstruit de la liquidité, regardez bien le mouvement de liquidité, là ici il n'y a rien, mais à partir de ce moment-là, on recommence à reconstruire la liquidité, une fois, hop, on va aller chercher les liquidités supérieures, on a reconstruit suffisamment de liquidités proches pour pouvoir aller les chercher, pareil ici, un mouvement baissier dans lequel on a reconstruit des liquidités proches pour aller faire le short, exactement de la même façon, on a fait ce mouvement-là. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait cette latéralisation, on a créé la liquidité en haut, ok, mais on a surtout créé la liquidité en bas, qu'on est allé chercher, et on latéralise, et là, qu'est-ce qui se passe? On voit bien qu'on a de la création de liquidité qui est en train d'avoir lieu,
Et ce qui est intéressant de voir, surtout, là on dézoome un petit peu, c'est que quand on regarde à partir de ce mouvement jusqu'à ce mouvement, où se trouve la liquidité? La liquidité qui a été le plus créée, c'est la partie basse. Quand on regarde bien, on voit bien qu'on a eu ici la construction, petit à petit, durant tout ce mouvement aussi, de la liquidité basse, que l'on a justement recréée. Et on voit bien qu'on a eu toute une partie qui s'est construite ici, et qui est toujours présente. Ici, on a vraiment énormément de liquidité. On a beaucoup plus de liquidité qu'à ce moment-là. On a quasiment, allez, multiplié par 1,5 la liquidité. Alors que sur la liquidité short, on a bien allégé, on a remonté la liquidité, donc liquidité qui n'était plus là, hein, on voit bien que là on n'avait rien, cette liquidité-là, elle est repassée ici, et on a justement recréé la liquidité dans cette partie. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que là on commence à avoir une pattern qui nous dit qu'on risque d'avoir un retour justement de la volatilité court terme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, on a des niveaux clés qui sont ce niveau des 27 000 pour un retest bearish dans lequel on va accélérer pour retester, pour repartir baissier, mais pour ce faire, il faut de la liquidité. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, on sait qu'il n'y a pas d'injection de nouvelle liquidité. On n'a pas de liquidité fraîche, il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucune personne qui rentre actuellement. Et ça, on va le voir, on va le voir tout de suite, tiens d'ailleurs, on va le voir tout de suite. Ça se voit par quoi? Ça se voit dans une vue daily, dans lequel on voit le volume qui est en train de se gameler totalement, et qu'est-ce qu'on voit? On voit un momentum qui est en train de monter. Ce n'est pas normal. On a un momentum qui est en train de monter, un volume qui est en train de descendre, et on a un cours qui est flat. Bon, là en l'occurrence, on a bien un symbole ici que on va se remanger une nouvelle gamelle. On va se remanger une nouvelle gamelle parce que ici on a eu le RSI qui est tombé très bas et on a un RSI qui est en train de remonter doucement dans les 50%, alors qu'on a un cours qui est en train d'être totalement flat. Donc on a un momentum qui pousse, un cours qui est flat, donc ça sous-entend qu'on a une pression baissière qui est en train d'augmenter et qui maintient en fait tout simplement le prix à ce niveau-là. On n'a pas assez d'acheteurs clairement. Donc là on a une forme de faiblesse qui est en train d'avoir lieu et c'est exactement ce qu'on est en train de voir ici. Donc pour moi, ce que l'on risque de voir, ça va être encore une fois de la manipulation pour aller chasser de la liquidité pour créer un mouvement. Parce qu'on n'a pas suffisamment d'injection de liquidité, et on a besoin d'avoir du mouvement. Quand je dis on, ça sous-entend plusieurs personnes, ça sous-entend principalement, pour moi, les SEX, les DEX et les market makers, parce que là, il y a un intérêt. Je vous rappelle la définition du market maker que je vous ai fait la dernière fois, je vous le dis très vite si vous voulez regarder la vidéo de la semaine dernière, dans le sens où le market maker, lui, ce qui est intéressant pour lui, c'est pas que le cours soit haut ou le cours soit bas, lui il s'en fout totalement. Lui ce qu'il veut, c'est qu'il y ait du mouvement, d'accord, qu'il y ait de la volatilité. Il est payé principalement en forme de transaction. Ce qui est pareil pour les échanges centralisés. S'il n'y a pas de volume, ça veut dire qu'il n'y a pas de filles. S'il n'y a pas de filles, ça veut dire qu'il n'y a pas de cash qui rentre. Et donc, plus on va créer des mouvements effectifs comme ça, plus on va créer la liquidation. Et sur la liquidation, il y a des frais qui sont impactés, qui sont environ 10-15%, enfin entre 5 et 15% en fonction des différentes plateformes et des différents DEX, parce que les échanges décentralisés ont aussi des coûts sur ces parties-là. Donc, on est dans cette démarche-là où, à un moment donné, il faut qu'on sorte de cette léthargie pour pouvoir générer des frais, et c'est une question de survie pour certains acteurs. Et c'est un petit peu là, quand je vois ce qui s'est passé ici, clairement je me dis que là ce n'est pas un mouvement classique du cours, d'accord, donc là on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment particulier. On fait une zone léthargique, on reconstruit la liquidité, on fait un mouvement baissier pour liquider une première partie, renforcer la liquidité supérieure pour pouvoir liquider la suivante, on fait un mouvement léthargique pour renforcer la partie supérieure, pour ensuite aller liquider le bloc supérieur, et ensuite, on se prépare clairement à aller liquider la partie basse pour après reliquider la partie haute. Quand on voit des mouvements comme ça, il faut vraiment faire très attention parce que ça sous-entend que là, la zone de neutralité qu'on est en train de voir déjà depuis un certain temps, qui est bien présente par ce type de bougie, ça ne convient pas à certains acteurs. Et donc, à un moment donné, on va devoir créer un mouvement pour pouvoir se faire, et je pense que ce mouvement sera entraîné par, ici, un mouvement haussier pour préparer ensuite un mouvement baissier pour casser justement ces 25 200 et aller retourner dans plus ou moins les 23 000 jusqu'à 18 000, notre reload zone, dans lequel ce serait cohérent par rapport à ce qu'on est en train de voir sur le Nasdaq, ce qui est en train de se voir sur le SP500. Alors là-dessus, je vais juste mettre un petit warning sur deux choses, parce que c'est vraiment important. C'est un, je ne suis pas bear, je suis totalement bull. C'est juste que je considère que là on est dans une tendance court terme qui est majoritairement baissière, on n'a pas de liquidité, on a une problématique à aller régler. Il faut qu'on retourne dans un prix qui est intéressant. Actuellement, ce n'est pas le cas. On est entre deux, on n'a pas vraiment de décision, que ce soit au niveau de la macro, que ce soit au niveau du BTC et de la crypto. Donc on est dans un moment où on a besoin de créer de la liquidité. Pour créer de la liquidité, il faut qu'on ait soit un prix dont une couverture mathématique qui est tellement importante, où le prix en fait on s'en fiche un peu, ou à côté un prix qui est intéressant pour attirer des investisseurs. Là ce n'est pas le cas, et j'ai tendance à penser qu'on va avoir une récession, donc forcément un retracement effectif, avant de repartir sur un cycle
boule, d'accord? Je ne suis pas du tout bear, je ne pense pas qu'on va aller à 10 000, je ne pense pas qu'on va aller à 5 000, en tout cas, il n'y a rien qui rentre dans cette optique-là pour renforcer ce biais-là, en tout cas mon biais actuel. Bien évidemment, ça évoluera en fonction des différents indices que l'on peut voir devant nous. Moi, techniquement et fondamentalement, il n'y a rien qui rentre dans ce biais-là. Deuxième chose qui est importante, ce n'est pas parce que pour moi, là, ma stratégie et mon analyse court terme me définit, enfin court terme, moyen terme, définit que dans les 6 mois, 9 mois à venir, on va avoir potentiellement un retracement effectif, qu'on l'aura forcément. Contrôlez bien votre exposition. Je vois beaucoup de commentaires qui me disent « Oui, mais moi j'attends qu'on redescende pour pouvoir acheter. » Donc réfléchissez bien, est-ce que votre exposition elle est correcte? C'est-à-dire, est-ce que là actuellement vous êtes dans un niveau où si jamais le cours part à la hausse, vous êtes prêt à accepter d'être dans le train? Est-ce que vous êtes dans le train ou pas? Est-ce que vous êtes prêt à accepter le fait de ne pas être dans le train si jamais il part à la hausse maintenant? Pareil, réciproquement, est-ce que votre niveau d'exposition ne vous impactera pas si jamais on fait un moins 20%, moins 30%, moins 40% au niveau des altcoins et au niveau, pourquoi pas, du BTC. Est-ce que vous êtes capable d'accepter ça? Est-ce que vous êtes capable de pas surréagir justement en capitulant? Est-ce que vous êtes dans cette démarche-là? Est-ce que, par exemple, un BTC à 15 000 et un moins 50% sur les altcoins, vous êtes capable, avec votre exposition actuelle, de l'accepter? C'est important, parce que le niveau d'exposition, c'est ce qui va déterminer si oui ou non vous allez réagir de façon totalement aberrante et sur l'émotion. Et c'est là où vous devez contrôler votre exposition. Est-ce que c'est la plus optimale? En tout cas, pour vous. C'est vraiment ça, c'est pas une question d'optimal pour une question de prix, c'est optimal par rapport à comment vous allez dormir la nuit. Et ça, c'est vraiment important, et c'est là-dessus que vous devez vraiment concentrer. La troisième chose, petit supplément, c'est que même si on a, pour moi, un SP500 et un Nasdaq qui prennent une tartine, donc qui prennent moins 30%, c'est pour ça que j'aurai sur le Nasdaq, c'est-à-dire qu'ils arrivent ici, et qui prennent un moins 25%, voire même, pourquoi pas, un moins 30, moins 35%, d'accord? Donc on va casser le plus bas. Est-ce que on aura la même chose sur le BTC? Est-ce qu'on aura, comme on a pu connaître ici, un ratio de 5, donc c'est-à-dire je perds 1 point sur le Nasdaq, et j'en perds 5 sur le BTC? Je ne pense pas. Clairement, je ne pense pas. Ça a été prouvé par quelque chose qui est vraiment très simple à voir, c'est que on va SP500 Nasdaq, c'est pareil pour moi. On va regarder cette bougie de cette semaine, hein, d'accord? On a eu, allez, même les 3 dernières semaines. 3 dernières semaines, on a eu 2 bougies supérieures et une bougie inférieure. Ok, bon, on va sortir le BTC, qu'est-ce qui se passe? Bon, on voit qu'on est totalement différent. On voit que ici, on est dans un plateau, on n'a pas eu de mouvement, que ce soit haussier, baissier. Et donc, c'est intéressant de voir qu'on est dans une forme de décorrélation entre le BTC et les indices financiers classiques. Et ce qui est en même temps logique. Parce que à côté, on a une macro qui est instable, donc ça veut dire que beaucoup d'acteurs institutionnels ont diminué l'exposition à des produits risqués qui peuvent être composés, pourquoi pas, de crypto-monnaies, hein. Je veux dire, faut oublier que c'est pas parce que les personnes n'achètent pas de crypto-monnaies que dans la composition des produits financiers complexes qu'ils ont, il n'y a pas d'actifs crypto dedans, d'accord? Donc c'est deux choses qui sont séparées. Mais, et à côté, on a un événement endogène à la crypto qui est en attente. Même on a deux. On a un, la SEC avec les ETF, donc qui est très important, et 2, on a la SEC avec la notion de securities, qui joue principalement sur Total 3, qui est totalement flat. Je veux dire, quand on regarde, on est totalement flat, parce que principalement, on attend cette décision, on attend quelque chose de ce côté-là. Et c'est pour ça aussi que le BTC en lui-même réagit assez peu, parce qu'on est en attente de ces éléments-là. Je pense qu'on les aura pas tout de suite, on aura une réaction par rapport à un mouvement réel sur le SP500 et le Nasdaq, mais ce sera un mouvement qui sera modéré, et qui sera gérable et qui est en même temps cohérent par rapport à tout ce qu'on a pu connaître dans les différentes périodes de bear market. Et donc, pour moi, on est dans quelque chose de classique, et on est, malgré la récession, malgré l'inflation, malgré la crise que l'on a eue, dans quelque chose qui est vraiment classique. Et je terminerai, pour revenir sur cette notion d'exposition, c'est à vous de déterminer si vous êtes surexposé, sous-exposé, en fonction de la probabilité de chacun des scénarios que je vous expose déjà depuis un certain temps. C'est pour ça que je suis présent dans les quotidiennes, c'est pour ça que je vous fais du contenu continuellement, pour vous montrer justement que c'est quelque chose qui évolue dans le temps et que vous devez suivre systématiquement pour justement réajuster en fonction de l'évolution des chiffres, parce que c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui est humain. N'oublions pas que les charts, justement, sont une réaction humaine par rapport à des faits. Et ça, c'est vraiment important de le retenir. Donc c'est quelque chose qui est vivant, et donc forcément, il faut systématiquement suivre, parce que un scénario peut être invalidé du jour au lendemain en fonction des différentes nouvelles, et ça, on peut uniquement prévoir la probabilité que ça arrive, sans forcément rentrer dedans. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Si vous avez des questions en commentaire aussi, j'essaie de répondre au maximum. Et bien évidemment, n'oubliez pas de me laisser un like. On se retrouve demain pour la continuité de la vidéo de la semaine précédente, dans laquelle je vais faire une série d'altcoins pour vous donner les zones importantes si jamais on rentre en récession au niveau des USA, dans lequel ça pourrait être intéressant de recharger sur les différents projets. Et on continuera justement jusqu'à ce que j'ai traité tous les projets que vous m'avez proposé. Et on se retrouve du coup demain à 8h30.